Bonsoir à tous, je suis Aurélie Flidel, directrice marketing chez QuickSign. Merci à Mano Mano pour l'accueil, merci à Tiga pour l'organisation de cette session de meet-up sur la data. Et donc, deuxième talk de la soirée sur le Data Product Management. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Qui dans la salle est Product Manager? Ok. Qui dans la salle est Data Product Manager? Ah, c'est cool! Je ne m'attendais pas à s'il y en ait quelques-uns. Parfait. Alors, mon objectif ce soir, c'est de susciter des vocations et de vous donner à tous envie d'être Data Product Manager et puis vous partager aussi quelques conseils, quelques best practices qu'on a pu identifier chez QuickSign sur le sujet. Initialement, je m'étais dit que j'allais vous présenter ce qu'on fait chez QuickSign parce que je pense que la plupart d'entre vous ne sait pas ce qu'on fait. Mais je me suis dit que, en fait, vous avez envie d'entendre parler de data, et donc je vais vous parler de data, je vais vous parler de deep learning. Le deep learning, c'est faire apprendre à un robot à raisonner comme un être humain. Donc par exemple, si je veux faire apprendre à un robot comment identifier un chat, je vais lui donner plein d'images de chats, des milliers d'images de chats, pour qu'il apprenne à distinguer ce qu'est un chat, quelles sont les caractéristiques d'un chat. Je vais aussi lui donner plein d'images de girafes, d'éléphants, de crocodiles, pour qu'il apprenne en négatif à distinguer ce qui n'est pas un chat. Et en fait, c'est extrêmement proche de la façon dont l'être humain apprend, parce que ça me fait penser à ma fille. Elle a moins de 2 ans, et on a un chat à la maison. Et du coup, elle a appris le mot chat, mais elle l'applique à tous les animaux. Donc la girafe est un chat, l'éléphant est un chat, etc. Parce qu'en fait, son algorithme, dans sa tête, il n'est pas encore arrivé au niveau de maturité d'un cerveau adulte, et il n'a pas compris encore à identifier ce qu'était un chat par rapport aux autres animaux. Donc il y a encore un peu d'apprentissage à faire pour arriver à une réponse satisfaisante. Donc c'est ça le deep learning, et c'est hyper puissant. C'est ce qu'on fait chez QuickSign, et on l'applique au secteur des services financiers, donc banque, assurance, crédit conso. Et on l'applique en particulier à l'onboarding digital. L'onboarding digital, qu'est-ce que c'est? C'est vous éviter ça. Quand vous vouliez ouvrir un compte en banque, qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez à l'agence bancaire. Vous preniez rendez-vous avec votre banquier, conseiller bancaire. Vous remplissiez un formulaire avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Le conseiller vous demandait votre carte d'identité, il comparait les infos de la carte d'identité et du formulaire. Il se levait, il allait faire la photocopie de la carte d'identité pour la joindre au dossier. Ensuite, il vous demandait votre justificatif de domicile de moins de 3 mois. Évidemment, votre justificatif de domicile, il date de plus de 3 mois. Donc, vous rentriez chez vous, vous reveniez le lendemain à la banque, etc., etc. Plus jamais ça. Avec QuickSign, ce qu'on fait, ce qu'on permet, c'est de tout faire en ligne. Donc, quand vous ouvrez un compte chez Boursorama, chez ING, chez Fortuneo, etc., on vous permet de vous authentifier en ligne, on vous permet de télécharger les pièces demandées par la banque en ligne et de signer électroniquement votre contrat. Pour la banque, c'est exactement la même chose. Pour la banque, avant, c'était récupérer tous les dossiers papier et regarder manuellement toutes les cartes d'identité, tous les justificatifs de domicile, etc. Aujourd'hui, ce qu'on permet à la banque, c'est d'avoir un certain nombre de produits qui permettent de classer les différents documents. Est-ce que c'est un RIB? Est-ce que c'est une carte d'identité? Est-ce que c'est un justificatif de domicile? De les lire automatiquement et d'en extraire les infos qui vont être pertinentes et d'avoir toutes les infos relatives au dossier pour le valider ou le refuser. Et tout ça, on le fait en se basant uniquement sur de l'intelligence artificielle. 2 exemples. Le premier, c'est celui du relevé d'information. Le relevé d'information, c'est un document que vous demandez à votre assurance auto quand vous voulez changer d'assurance. C'est un document qui comprend le nom du conducteur, votre plaque d'immatriculation, votre bonus-malus, si vous avez eu des sinistres, à peu près ces informations. Ce qu'on cherche à lire pour les assureurs, ce sont justement ces informations-là. Sauf qu'on essaie de les lire sur des documents qui peuvent être des screenshots mobiles, des photos dégueulasses toutes froissées, désolé, il y a des gens qui envoient vraiment ça, des scans plutôt propres, et en plus, complexité supplémentaire, chaque assureur a son propre format de document, écrit les informations à sa sauce dans une structure qui n'est absolument jamais la même. Donc, on a besoin
de l'intelligence artificielle pour répondre à la problématique de lire automatiquement ce document. Il ne faut surtout pas avoir des règles codées en dur. Et donc, on a développé des algorithmes pour proposer un produit aux assureurs qui permet de lire ces documents automatiquement, indépendamment du format. Deuxième exemple, c'est la fraude. La fraude, c'est une problématique extrêmement importante pour nos clients parce que ça leur coûte de l'argent. En plus, la détection de fraude aujourd'hui, elle est manuelle. Elle est souvent a posteriori, c'est-à-dire que la banque a déjà perdu de l'argent quand elle se rend compte de la fraude. Et en plus, les fraudeurs sont malins, donc ils changent tout le temps de façon de frauder. Pour ça, même réponse. On ne peut pas avoir des règles codées en dur qui indiquent quels sont tous les cas de fraude possibles. C'est infini. Donc, on a développé un produit qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle et qui permet de détecter un comportement frauduleux par rapport à ce qu'est la norme d'habitude d'un comportement à la souscription d'une assurance ou à l'ouverture d'un compte bancaire en ligne. C'est extrêmement nouveau de faire des produits qui se basent sur l'intelligence artificielle. C'est une révolution à la fois dans la façon dont on conçoit les produits et dans la façon dont on traite la data en entreprise. L'âge de pierre de la data, c'était une utilisation extrêmement passive. Il y a de la data, mais je ne m'en sers pas. Le niveau de maturité juste au-dessus, c'est utiliser la data pour avoir des actions pertinentes, mais en réactif. L'exemple typique, c'est le reporting des ventes. J'ai mon reporting toutes les semaines. Je constate une baisse dans les ventes pendant 2 semaines consécutives. Je mets en place des actions correctives. Je regarde les semaines suivantes si la tendance se redresse. Je suis en réactif, mais la data me permet quand même de prendre des actions qui ont du sens d'un point de vue business. Le troisième niveau de maturité, c'est d'utiliser la data justement de manière proactive pour innover en termes de processus ou de produits. Par exemple, c'est utiliser toute la data de l'entreprise, toute le big data, pour aller identifier des poches de monétisation qu'on n'a pas encore utilisées, des opportunités qu'on n'a pas encore saisies. Et puis le dernier niveau de maturité, qui est encore le moins développé, c'est de générer de la valeur directement depuis la data, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et le deep learning. Et ça, c'est effectivement complètement nouveau, parce que ça crée ce Data Product Management, qui était quand même le titre du talk, et qui est donc à la croisée du Product Management classique, avec ses attributs classiques. Je prends les besoins du client, je définis une expérience utilisateur, des features, un pricing, un go-to-market, mais aussi je prends en compte la data science pour concevoir ce produit. Ce qui crée un rôle du Data Product Manager, qui a tous les attributs classiques du Product Manager, mais qui a également cette dimension data science en plus. Le Data Product Manager, il doit être capable de discuter avec des chercheurs, avec des data scientists, pour poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai suffisamment de data pour initialiser mon produit? Est-ce que cette data, elle est de bonne qualité? Est-ce qu'il y a des biais possibles? Et puis aussi, le Data Product Manager, il va être un peu cette interface, il doit apprendre à jongler avec l'incertitude, parce que les data scientists, ce sont des chercheurs qui travaillent donc en mode recherche. Et les exigences de la production, avec une roadmap et des jalons, ce n'est pas compatible en fait, normalement, avec un mode recherche, qui est un temps long. Et donc le Data Product Manager, il doit prendre en compte cette incertitude pour prendre suffisamment de marge dans ses roadmaps et l'intégrer directement afin de tenir quand même ses jalons. Donc on voit bien là que Data Product Manager, ça demande quand même une certaine finesse et on voit déjà qu'il y a des problèmes éventuels qu'on peut anticiper. On s'est pris les pieds dans le tapis plusieurs fois chez QuickSign et justement on en a tiré un certain nombre de best practices et c'est cela que je voudrais vous présenter ce soir. Le premier facteur clé de succès pour créer des produits qui se basent sur l'intelligence artificielle, c'est un peu un conseil de grand-mère. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne risquez pas de le trouver. Et pour la data, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a toute la data du monde dans l'entreprise qu'on va arriver à faire émerger des produits qui ont un intérêt client. Il faut toujours repartir du besoin du client. Qu'est-ce que le client veut? Quels sont les cas métiers que je veux adresser, ceux que je ne veux pas adresser? Qu'est-ce que mon produit doit faire et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Quels sont les KPI qui vont me permettre de juger de la réussite ou de l'échec? Le Data Product Manager, dans ce cadre-là, a un rôle très particulier parce qu'il doit être l'interface avec le client
pour apprendre à affiner les besoins du client et à diriger l'équipe de recherche vers ce qui va compter vraiment. Par exemple, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a travaillé sur le relevé d'informations, on n'a pas forcément cherché à lire toutes les données de manière complètement exhaustive. Par exemple, pour les sinistres, on s'est rendu compte que les assureurs, uniquement le nombre de sinistres, ça leur suffisait pour prendre leurs décisions. Donc on a focusé l'équipe de recherche sur cet élément-là, plutôt que de leur demander de lire de manière complète toutes les données des sinistres, la responsabilité du conducteur, le type de sinistre engagé, etc. Le deuxième facteur clé de succès, c'est l'agilité. Alors ça, c'est pas du tout une nouveauté, mais en tout cas, faire des produits basés sur l'intelligence artificielle, c'est ne surtout pas renoncer au mode agile. On part évidemment toujours des besoins clients et des objectifs business et on rentre dans un mode lab. On va récolter plein de données, on va les annoter. Là aussi, hyper important d'avoir très bien défini le besoin client pour annoter les documents que l'on veut faire apprendre à lire au robot de manière pertinente. Sinon, il y aura des trous dans la raquette. Une fois les documents annotés, on fait travailler les robots pour qu'ils apprennent, par exemple, à lire ces documents automatiquement. Une fois l'algorithme développé et ses performances vérifiées, je reviendrai sur la partie performance tout à l'heure, on passe en production. Et là, surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut récolter la data qui vient de la production, il faut prendre les feedbacks des clients, des utilisateurs finaux, et améliorer le produit, quitte à repartir dans une boucle de collecte de documents, d'annotation et de développement d'algorithmes. Là aussi, le rôle du Product Manager, Data Product Manager, est extrêmement important parce que c'est une approche qu'il doit faire comprendre et qu'il doit vendre même aux clients. Il faut expliquer aux clients que la première version de l'algorithme, elle va peut-être répondre qu'à 40% des cas d'usage. L'algorithme ne saura lire que 40% des relevés d'informations. Mais grâce à la mise en production, on va récolter de nouvelles données et on va permettre d'améliorer les algorithmes. Et donc en fait, on se place dans une période de temps assez longue où le produit va n'avoir de cesse que de s'améliorer en totale collaboration avec le client. Et c'est une approche qui est assez nouvelle, c'est un effort pédagogique qu'il faut avoir avec les clients sur ce type de produit. Je vais faire un zoom sur la partie production, qui est peut-être l'endroit où on peut le plus se prendre les pieds dans le tapis pour mettre en production un produit basé sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? C'est toujours la même réponse. C'est que le mode recherche et le mode production, c'est fondamentalement antinomique. Le temps de la recherche n'est pas celui de la mise en production. Il faut donc que le Data Product Manager, entre autres, se pose les bonnes questions pour anticiper toutes les questions de la prod. Où est-ce que je vais héberger l'algorithme? Comment je vais le packager pour l'héberger? Est-ce qu'il y a des questions de sécurité auxquelles il faut que je sois vigilant? Quels sont les temps de réponse attendus? Un algorithme qui doit répondre en temps réel ou un algorithme qui peut répondre de manière asynchrone, évidemment, ce n'est pas la même chose et ça peut influencer par exemple les choix d'hébergement qui sont faits. De la même manière, il est extrêmement important de piloter la rentabilité du produit. Et pour les produits basés sur l'intelligence artificielle, ça prend une dimension un peu différente de d'habitude, car les chercheurs, si on les laisse faire, ils vont avoir tendance à faire des modèles assez lourds, des algorithmes assez lourds, donc très lourds à héberger, donc très coûteux, notamment sur le cloud. Donc si on ne fait pas attention au début, en fait, on peut arriver à avoir des algorithmes tellement lourds et tellement chers à héberger qu'en fait, on ne les met pas en production parce qu'il n'y a pas de ROI à la clé. Toutes ces questions, elles doivent être réfléchies en amont et il n'y a que l'organisation qui peut permettre d'éviter les écueils liés à la mise en production. De façon hyper classique, chez QuickSign, on est organisé en équipe produit, équipe de dev, équipe de deep learning, data science, équipe de DevOps. Et on met tout le monde dans une même feature team pour les produits liés à l'intelligence artificielle pour que tous les maillons de la chaîne soient au courant dès le début de tous les enjeux et qu'il y ait des bons passages de relais au bon moment entre les data scientists, mode recherche, et les développeurs DevOps pour le mode production. C'est la réponse qu'on a trouvée. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais en tout cas, je pense que s'appuyer sur l'organisation est une des façons de faire pour résoudre cette sorte de schizophrénie entre mode recherche et prod. Dernier facteur clé de succès,
j'avais dit que j'y reviendrai, c'est le pilotage de la performance. Le pilotage de la performance est vraiment clé, évidemment comme dans tout pilotage de produit, mais il prend une dimension un peu différente pour les produits basés sur l'intelligence artificielle. En effet, avant la mise en production, quand je développe un produit classique, je sais quelles sont les caractéristiques qu'il faut que je vérifie. Est-ce que mon MVP est complet? Est-ce qu'il y a des bugs ou non? Là, il va falloir définir des critères d'acceptance. Est-ce que mon algorithme est suffisamment performant pour que je puisse le mettre en production? Est-ce que le taux de détection de fraude est suffisant? Est-ce que le taux de lecture est suffisant? Une fois la mise en prod passée, il faut faire de l'échantillonnage très régulier. On ne peut pas laisser un modèle, un algorithme en roue libre. Il faut toujours vérifier que la décision de l'algorithme est proche de la décision d'un humain. Et s'il y a un écart, repartir dans une boucle de recherche et d'annotation de collecte de data pour réduire cet écart. On a beaucoup parlé d'assurance, de banque ce soir, mais en fait, les produits basés sur l'intelligence artificielle, ça s'applique à tous les domaines. Ça s'applique au domaine du texte, du langage, ça s'applique au domaine de la voix, au domaine de l'image. Et vous voyez, enfin je pense que vous, en tout cas, vous apercevez les immenses possibilités du data product management appliquées à des secteurs extrêmement variés. Je peux imaginer un produit où un algorithme a compris comment on se structure une histoire pour enfants, et donc un produit qui génère automatiquement des histoires pour enfants. Je peux imaginer un produit qui crée de la musique à la Mozart, parce qu'il a suffisamment écouté de musique de Mozart pour reproduire une mélodie que Mozart n'a jamais écrite, mais qu'il aurait pu écrire. Dans l'imagerie médicale, l'utilisation de l'intelligence artificielle est déjà là pour analyser des signaux faibles et détecter par exemple des maladies très rares chez certains patients. Donc les portes qui s'ouvrent avec le Data Product Management sont extrêmement nombreuses. Ça ne veut pas dire que ça doit être l'unique façon de créer des produits, enfin, je pense que c'est impossible. En revanche, ça ouvre des possibilités qui n'existaient pas avant. Et dans ce cadre-là, le Product Manager est loin d'être remplacé par un robot. En fait, au contraire, on a plus que jamais besoin de ces qualités humaines pour tirer le meilleur parti des produits digitaux et de l'intelligence artificielle. On m'a demandé de conclure. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour votre présentation très intéressante. Sur le slide qui parle du process itératif, vous parliez d'échelle de temps. Ça peut prendre combien de temps pour mettre au point l'algorithme et la mise en production? Et à cela, j'ai une autre question sur comment est-ce que vous déterminez que votre algorithme, en fait, il n'est pas suffisamment performant? Est-ce que vous faites des mises en production progressives? Sur la première question, l'échelle de temps peut être extrêmement variable, car la difficulté d'apprentissage est elle aussi extrêmement variable. Entre un document, je reste sur le domaine de la banque assurance que je connais bien, mais entre un document qui est extrêmement structuré et où il y a peu d'informations, par exemple une carte vitale, c'est toujours le même format, et il y a en gros un nom, un prénom et un numéro à lire, et le relevé d'informations où là il n'y a pas de structure et où il y a autant de data, de format de data que de documents, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Ça peut être de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, à 6 mois de travail. Voilà, donc on peut être vraiment sur des échelles extrêmement différentes. Sur la deuxième partie de la question, ce qui se passe, c'est que lors de la mise en production, on va essayer d'avoir la structure la plus aboutie possible. Donc, par rapport aux besoins du client, on va déjà essayer d'être au plus proche de ses attentes. Si on a un client qui veut absolument automatiser complètement le traitement des dossiers, on ne va pas avoir le même niveau d'exigence qu'un client qui veut juste une aide à la décision. Dans le premier cas, il faudrait être proche de 80% de taux de lecture. Dans le deuxième, on peut être à 40 ou 50% parce que le besoin ne va pas être le même. Donc ça, c'est la première façon
de faire, c'est de se calquer par rapport à ce qui est l'attente du client et pour certains, peut-être demander 6 mois de plus de travail pour améliorer l'algorithme. Ensuite, bien sûr, on met des algorithmes en ligne, des produits en ligne qui ne sont pas à 100% de leur performance. Et justement, on compte sur l'amélioration continue avec le client pour les améliorer de manière itérative. D'autres questions ? Bonsoir. J'avais une question à vous poser sur du data product management. Est-ce que vous avez toujours fait ça ou vous avez fait du product management plus classique avant? Ouais, j'ai fait du product management très classique avant. Très classique. Et donc pourquoi est-ce que vous avez changé et comment s'est passé ce changement? J'ai changé il y a un peu moins d'1 an. Donc finalement, le data product management, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. J'étais attirée par les domaines de la fintech. Et effectivement, l'innovation technologique et les possibilités créées par l'intelligence artificielle. Voilà à peu près ce qui m'a poussée à aller dans ce domaine-là. Et c'est c'est in situ vraiment que j'ai découvert les possibilités du data product management et des implications en fait que ça avait sur la génération de valeur en entreprise et sur la façon de concevoir des produits. Et qu'est-ce qui change finalement principalement pour vous? Parce que là, vous nous avez montré quelque chose qui est assez proche. En tout cas, vous avez montré des similarités entre les deux, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué comme différence entre ces deux types de produits? Je pense que la principale différence, c'est justement la prise en compte du monde recherche. Alors, peut-être, ça doit exister dans des tas d'autres industries, peut-être l'industrie pharmaceutique, où il y a cette phase de recherche et cette phase de mise en production. C'est un domaine que je ne connais pas du tout. Et c'est effectivement une problématique que j'ai découverte avec l'intelligence artificielle, d'arriver à passer de la data science à un produit qui tourne, qui répond à un besoin client et qui rapporte du chiffre d'affaires à l'entreprise. D'autres questions ? Beaucoup de questions par là. Bonjour. Comment vous arrivez à gérer les attentes du client et même au niveau du top management sur les temps de développement, que ce soit au niveau de la recherche ou de la production, et comment vous arrivez à faire rentrer ça en fait au niveau de la roadmap et des planifications qui doivent être plutôt précises en fait? C'est de la pédagogie envers les clients. Effectivement, il faut être extrêmement clair dès la phase très amont de commercialisation de la façon dont ça marche. Ensuite, le niveau de maturité quand même, en tout cas dans le milieu de la banque assurance, est en train de se développer et il y a une forte familiarité avec ces problématiques-là. Ensuite, le temps de la roadmap, là pour le coup, c'est plus le boulot du data product manager au quotidien, d'arriver à prendre suffisamment de marge dans la roadmap pour intégrer l'incertitude du mode recherche tout en tenant des jalons qui ont été communiqués, notamment à l'extérieur, vers des clients. Bonsoir, merci encore pour la présentation. Encore une question de curiosité. C'est juste par rapport à la labellisation de vos sets de données. Je voulais savoir comment vous vous y preniez, d'une part, et surtout par rapport à de nouvelles verticales que vous pourriez développer quand vous partez avec un nouveau jeu de données complètement neuf. À la main. Ouais. À la main. Voilà. Ouais, il y a des boîtes spécialisées en fait dans ce type de travaux en mode intérim pour annoter des documents. C'était justement le nom de ces boîtes. Bon, on pourra en reparler après, il y en a plein. Ça marche. Une autre question peut-être ? Quand tu as parlé d'organisation, pas mal de gens, j'ai deux questions parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Quelle différence tu fais entre data product manager et product owner dans le travail concret et quelle différence tu fais entre le data scientist et le data engineer? Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Effectivement, c'est la façon dont on est organisé chez QuickSign, mais il y a plein de façons de répartir ces rôles différemment et je suis sûre que ça marche aussi.
Data Product Manager, c'est la personne qui construit le produit, qui va définir la proposition de valeur, qui va faire la roadmap tout au long de l'année sur ce produit-là, définir les features et avoir la vision relativement au long terme. Le Product Owner, c'est celui qui va écrire les specs et qui va gérer le day-to-day avec les équipes de développement. Voilà la répartition des rôles. Sur la partie Data Scientist, Data Engineer, Data Scientist, c'est le chercheur. C'est celui vraiment qui crée l'algo. Le Data Engineer, il est là en support pour gérer toutes les questions d'infrastructure. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez parlé de retour sur investissement dans le cadre du développement d'algorithmes. Et je me demandais si vous aviez une période où vous acceptiez de perdre de l'argent pendant un certain temps, le temps que vos algorithmes apprennent, et dans ces cas-là, si Oui. Comment est-ce que vous estimez cette période? Et est-ce qu'il y a des moments ou des indicateurs qui vont vous alerter justement pour changer différentes variables dans cet algorithme? Oui, on accepte de perdre de l'argent, ça c'est sûr. Au début, à l'initialisation, enfin, c'est impossible autrement. Ensuite, les indicateurs, ce sont effectivement les indicateurs de réussite ou d'échec du produit que l'on pilote. Imaginons un produit où on n'arrive pas du tout à atteindre les niveaux de performance. On ne va pas forcément s'entêter pendant des années à essayer de le développer. Je n'ai pas de super exemple en tête là, qui me vient où on aurait dit on laisse complètement tomber. En revanche, se dire on va se focaliser sur certaines informations du document, par exemple du relevé d'informations, pour cibler les efforts de recherche sur ces informations qui sont vraiment clés pour le client, plutôt que d'essayer d'avoir une approche complètement exhaustive et d'aller dans le moindre détail. Ça, c'est des choix qu'on fait effectivement pour raccourcir les cycles de développement et pas rentrer dans des modes de recherche où on resterait 2-3 ans sans rien sortir. J'avais deux questions. La première, c'est autant l'IA c'est un levier super, autant the downside, c'est que c'est un petit peu une boîte noire par rapport à justement historiquement la transparence qu'on peut voir sur pourquoi ou comment certaines choses ont été faites. Et du coup, je me demandais si premièrement c'était un problème dans votre contexte aujourd'hui et deuxièmement si c'était quelque chose sur lequel vous travaillez de justement apporter de la transparence à l'IA. Je vais faire un peu la même réponse que tout à l'heure sur la pédagogie. Effectivement, on est sur un domaine qui est hyper nouveau et qui du coup demande quand même pas mal d'explications. Donc en effet, par rapport à nos clients, arriver avec le discours qui va bien pour expliquer qu'effectivement, on ne va pas pouvoir tout comprendre, mais qu'en revanche, on va pouvoir tout piloter, c'est l'approche qu'on a souvent pour justement donner de la transparence, sans effectivement pouvoir expliquer exactement comment fonctionne le modèle et pourquoi il a pris telle ou telle décision. En revanche, tout piloter, être capable de dire le modèle, le produit a su lire tel et tel document, ceux-là, il n'a pas su les lire pour telle et telle raison. Voilà les façons qu'on peut les moyens qu'on peut mettre en place pour corriger le modèle. Par exemple, réinjecter un nouveau set de données pour faire apprendre l'algorithme sur de nouvelles data ou pour faire apprendre une donnée en particulier qui n'avait pas été apprise lors du premier cycle. C'est des choses sur lesquelles on communique de façon extrêmement transparente et sur lesquelles on échange hyper régulièrement avec nos clients. Alors, qui me choisit? Cécilia. C'est Cécilia, désolée. Alors, moi j'avais une question sur la capacité à évaluer si l'intelligence artificielle elle est performante ou pas, parce que tu as donné un exemple, pardon, on se tutoie, ça va. Pas de problème. Tu as donné un exemple sur de la lecture de documents, et là on voit bien ce qu'on peut mesurer, c'est est-ce que l'intelligence artificielle elle va lire correctement le document, ce qu'un être humain peut faire aussi, et est-ce qu'elle va le lire plus ou moins vite qu'un être humain, et ça c'est facile à mesurer aussi. Donc ça, c'est plutôt simple. Mais il y a l'autre aspect de l'intelligence artificielle qui est de détecter des choses que justement un être humain n'arrive pas à faire. Et par exemple, tu as cité l'exemple médical. Mais comment on fait pour mesurer justement si l'intelligence artificielle elle est performante, puisque par définition,
elle détecte des choses que nous, on ne peut pas détecter, et résultat, comment est-ce que ça, on peut l'évaluer? L'échantillonnage. C'est qu'à un moment donné, il faut forcément confronter ce qui a été détecté par l'intelligence artificielle avec ce qu'un humain aurait détecté. Donc, dans l'imagerie médicale, je suppose, je ne connais pas parfaitement le sujet, mais je suppose qu'à un moment donné, on est capable de faire des échantillons, soit parce qu'avec des méthodes d'analyse extrêmement poussées qu'on ne pourrait pas faire de manière très large, on arrive à la même conclusion que l'algorithme, soit dans le temps, on arrive à confirmer ou pas ce que font les algorithmes. Mais donc tu vois bien que on rencontre un petit peu cette limite et ça rejoint la question sur la boîte noire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle détecte quelque chose et finalement on a un petit peu du mal à savoir pourquoi elle l'a détecté parce que nous par définition en tant qu'être humain on n'arrive pas à le faire et c'est la puissance de cette intelligence qui nous dépasse un petit peu. Et c'est vrai que cette question-là sur la capacité à évaluer la performance de ce modèle, de ce point de vue-là, elle reste ouverte sur certains domaines qui sont... Oui, je ne dis pas que l'intelligence artificielle a la réponse à tout et surtout qu'elle va remplacer l'intégralité des produits qui sont faits aujourd'hui. Surtout pas. En revanche, ça peut être aussi une aide à la décision dans les cas où on n'est pas certain et ce n'est pas forcément la réponse à laquelle il faut croire sans regarder ce qui se passe par ailleurs.